Leçon 5. L'affirmation de l'état monarchique dans le royaume des Capétiens et des Valois. Comment les rois passent-ils de la féodalité à la constitution d'un État du XIe au XVe siècle? Première partie, la faiblesse des premiers Capétiens. En 987, le duc Hugues Capet est élu roi par les seigneurs du royaume de France en remplacement de la dynastie carolingienne. Il est choisi parce que son pouvoir est limité. Les autres grands seigneurs sont plus puissants. Le roi ne les dérangera pas dans leurs actions. Les premiers Capétiens sont effectivement faibles. Leur autorité se limite au domaine royal, un territoire qui court de Paris à Orléans. Le roi y applique sa justice et lève des taxes. Dans le reste du royaume, les grands seigneurs, comtes ou ducs, sont les vrais maîtres. Ils confient certaines de leurs terres à d'autres seigneurs, ils deviennent des suzerains, et ceux qui reçoivent un fief sont les vassaux. Les seigneurs et les vassaux qui s'engagent dans ces liens le font lors de la cérémonie de l'hommage. Ils ont des obligations réciproques. Tout cela correspond à la féodalité. Les rivalités entre seigneurs entraînent des guerres privées. Les rois vont tenter d'y mettre fin. Pour prendre des décisions, le roi convoque la cour des grands vassaux et des évêques pour faire approuver ses choix. Mais le roi dispose d'une autorité morale. Il est sacré, à Reims, comme élu de Dieu. Il est donc au-dessus des autres seigneurs. Et les insignes royaux, couronne, sceptre, main de justice, qu'il reçoit, montrent l'étendue de ses pouvoirs. Il a donc l'appui de l'Église, qui veut limiter les conflits entre seigneurs. Hugues Capet est aussi le premier à associer son fils au pouvoir de son vivant. Il le fait sacré, créant ainsi une nouvelle dynastie. Le roi n'est donc le vassal de personne, et les grands seigneurs sont ses vassaux. Le roi est en droit de confisquer leurs terres s'ils désobéissent. Deuxième partie, les Capétiens construisent un État. Au XIIe siècle, les Capétiens étendent leur domaine par des rachats de terres, en se mariant pour hériter de leur beau-père, ou par la guerre. Philippe II Auguste, qui règne de 1180 à 1223, confisque les fiefs du roi d'Angleterre en France, le plus puissant seigneur français, sous prétexte que celui-ci ne respecte pas ses devoirs de vassal. Le prince héritier, fils de Philippe II, repousse le roi anglais à l'ouest alors que Philippe II écrase les alliés du roi d'Angleterre à Bouvines en 1214. Les seigneurs félons qui ont trahi leur suzerain sont punis. Les Capétiens renforcent également l'administration. Philippe II fixe le gouvernement à Paris, même si le roi continue de voyager régulièrement dans son royaume. Il nomme des baillis ou des sénéchaux pour le représenter dans le domaine royal qui s'est fortement agrandi. Louis IX, qui règne de 1226 à 1270, s'entoure de conseils spécialisés pour mieux gouverner. Il impose la monnaie royale, l'écu, dans tout le royaume. Il impose aussi sa justice et ses ordonnances, c'est-à-dire ses lois. Philippe IV le Bel, qui règne de 1285 à 1314, convoque les premiers États généraux en 1314. Il est conseillé par des légistes et s'oppose même au pape. Troisième partie, la guerre de Cent Ans et la refondation de l'État. Charles IV meurt sans enfant en 1328. Les seigneurs français choisissent son cousin, Philippe de Valois, comme nouveau roi. Une nouvelle dynastie s'impose. Mais le roi d'Angleterre revendique la couronne. Une série de conflits commence alors pour déterminer qui, des Valois ou des rois anglais, dominera le royaume de France. On appelle cette période la guerre de Cent Ans, qui va de 1337 à 1453. Après la victoire d'Azincourt en 1415, les Anglais occupent le nord de la France. En 1429, Jeanne d'Arc rejoint Charles VII, réfugié dans le sud. Elle le conduit à Reims pour être sacré et apparaître ainsi comme le vrai roi. La reconquête est progressive et la victoire finale se joue à Castillon, près de Bordeaux, en 1453. L'Angleterre ne possède plus alors que Calais. Pendant la guerre, les rois de France créent 3 impôts applicables dans tout le royaume. La taille sur les revenus, la gabelle sur le sel et les aides sur le commerce. Après 1440, les impôts deviennent permanents. La noblesse, le clergé et certaines villes en sont exemptés.
Au XIVe siècle, l'armée royale est composée de vassaux du roi et de mercenaires. En 1445, Charles VII crée les compagnies d'ordonnance, première armée permanente. Le roi s'équipe d'artillerie lourde. À la fin du XVe siècle, le duc de Bourgogne est à la tête d'un immense domaine et s'impose comme un monarque sur ses terres. Le roi de France, Louis XI, s'empare des terres et accroît le domaine royal. Au final, le royaume devient un État, sous autorité du roi, qui est devenu le souverain et non plus seulement le suzerain. Ce roi est entouré de conseillers à Paris et de représentants dans les provinces.